Salut à tous et bienvenue sur ce live qui va tenter de parler un petit peu du projet de jeu de Roberto De Zerbi qui était très clair pour moi fut un temps et qui est en train de s'évanouir un petit peu dans l'air et dans les difficultés qu'il rencontre. Et j'avais envie de faire un peu ce live parce que c'est un petit peu passé, etc. Mais aussi parce que il y a des choses qui me paraissent assez évidentes dans ce qui se passe avec l'OM de De Zerbi et j'en entends pas assez parler. Les gens qui me côtoient un petit peu en entendent parler parce que je ne parle que de ça. Mais voilà, je vais essayer de revenir un petit peu dans ce live sur ces choses-là. Donc je vous remercie d'être là. J'ai fait une petite pause, là ça faisait un petit moment. Mais vous savez, je suis en pleine reconfiguration de ma vie professionnelle. Voilà, merci Flétan Ténébreux, salut Ruki, salut Football Addict, et oui c'était un joli maillot acheté d'occasion, hein, malheureusement, mais j'ai la version extérieure est-ce que, non, je pense que la version extérieure que j'ai c'est celle où on joue la Ligue des Champions, donc 99-2000. Euh, donc voilà, on va. J'ai pas compris ta dernière remarque, Ricky, mais c'est pas grave. Donc revenons à. Ça m'avait manqué de pas comprendre tes remarques en même temps, ou alors de les lire et de me dire ah merde, j'aurais pas dû le lire. C'est pour ça que c'est l'un des petits sels de ces lives. Donc je vais mettre le live sur YouTube. J'espère que ce sera correct dans les commentaires, etc. Euh, Bon, on va pas s'apesantir ces trucs à côté, rapport au live, tout ça. On va plutôt, tu arrêtes le journalisme sportif centré OM. Je te dis, je suis en pleine réflexion, Ricky. Donc on est en train de réfléchir à tout ça, on verra un petit peu, mais il faut que je fasse des choses que j'aime faire et c'est vrai qu'avec le temps, mon rapport à l'OM se transforme, on va dire. Ça, j'y réfléchis encore, mais on est là pour parler de l'OM, pas pour parler de ma vie perso, même si comme tout le monde, j'aime beaucoup faire ça. Écoute, si on se croise, un de ces quatre, Ricky, on discutera de ça autour d'une bière avec grand plaisir. Dès qu'on organise un nouveau FCM Live, on prendra un petit peu le temps. Ce sera avec plaisir. Mais revenons donc au sujet de ce live. Le sujet de ce live, c'est le projet sportif de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille. La manière dont il voulait faire jouer son équipe, qui pour moi, en début de saison, était très claire. Ça a été très clair jusqu'au match de Toulouse. Et après, ça s'est déréglé. Il y a deux choses qui, pour moi, sont très importantes dans le dérèglement du projet de Zerbi à l'OM. La première qui n'est pas de son fait, c'est la blessure de Quentin Merlin, super importante. Et la seconde, c'est l'intégration forcée d'Adrien Rabiot. Alors, le talent du joueur n'est absolument pas remis en cause. On a encore vu que c'était un très bon joueur, d'un très bon niveau, dans tous les cas supérieurs à la Ligue 1, mais qui a un profil un peu particulier. Et Roberto De Zerbi voulait implanter une manière de jouer un peu particulier et il faut réussir à intégrer Adrien Rabiot là-dedans. Et ces deux facteurs, pour moi, la blessure de Quentin Merlin qui était clé, vraiment limite le joueur le plus important au niveau fonctionnel dans le système de Roberto De Zerbi. Sa blessure, ça a foutu le bordel, il a fallu faire plein de trucs, essayer de bricoler à gauche, à droite, ça, c'est plus du tout clair alors que ça l'était en début de saison. Et donc après Adrien Rabiot qui est plus un relayeur, qui n'est pas dans le double pivot, qui n'est pas un milieu offensif,
défensive, donc il faut aussi lui trouver une solution. Alors, pour faire tout ça, pour illustrer un petit peu tout ça, je vais vous ramener à Who Scored, et je sais que ça vous avait manqué. Et je vais pas mal parler de ce match-là, Marseille-Reims, le premier match au Vélodrome, donc qui a été terminé par un 2 buts partout. J'ai revu pas mal de matchs, j'ai revu pas mal de résumés, etc. Et on va... et franchement, pour moi, c'est limite... C'est limite le meilleur match dans le contenu, peut-être pas, enfin en tout cas l'un des meilleurs matchs dans le contenu. Le match avait été très bon, mis à part ces 20 minutes là au retour des vestiaires. Tu prends un but sur un corner et tu prends un but où deux de tes 4 défenseurs font n'importe quoi. Mais sans ça, vraiment, ça avait été extrêmement cohérent ce que tu avais fait. Et si je veux revenir sur ce match, c'est aussi qu'au niveau positionnel, on était sur un truc extrêmement cohérent. Alors, est-ce que vous voyez bien? On va encore faire un petit zoom sur... si je fais... Voilà, ici, plus. Plus. Voilà, on descend. La passe map... la carte des positions moyennes des joueurs de l'OM qui est ici. Voilà. Voilà, Ricky qui me dit c'est le meilleur match. Je ne sais pas si c'est le meilleur match, mais en tout cas l'un des meilleurs matchs. Vous voyez, en fait, ce qui est l'organisation que Roberto De Zerbi voulait mettre en place, elle était assez claire avec une ligne de 3 défenseurs, ce qui me fait repenser à tous les débats en début de saison où on disait ouais mais Murillo il apporte pas autant que Merlin. Oui mais parce que Murillo on lui demandait de couvrir cette partie-là du terrain en tant que défenseur central un tout petit peu plus haut, et ensuite on avait c'était Brassier et Balerdi il me semble, ou peut-être Cornelius, en tout cas les 2 défenseurs centraux qui étaient là. Et quant à Merlin, ce qu'on lui demandait c'était avec le ballon, puisque là c'est la position lorsque tu touches le ballon, c'était d'être très haut. Et vous voyez, là, c'est Quentin Merlin et Luis Enrique. Et ce duo-là, j'en avais déjà parlé, il était super important dans la construction. Et de l'autre côté, Harit Greenwood, ils étaient importants pour terminer les actions, même si ça peut paraître contradictoire lorsqu'on parle d'Amin Harit. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de construction des buts qui partaient du côté gauche et qui arrivaient sur le côté droit vers ce duo qui marquait beaucoup et qui faisait beaucoup de choses. Et le 9, lui, il était là soit pour remuser, ça s'est développé au fur et à mesure de la saison, mais c'était déjà là au tout début, soit pour embêter la défense centrale, pour monopoliser leur attention. On avait un truc qui fonctionnait très très bien, et l'autre truc qui fonctionnait très très bien, c'était ce carré. Alors, pour illustrer tout ça, je vais aussi... Voilà, on va passer sur les captures d'écran. Voilà, donc ça c'est, on est, hop, voilà, il faut que je m'y retrouve. Oh là là là, beaucoup trop de trucs là. Voilà, bon, donc voilà, le match face à Reims. Donc composition classique avec donc Quentin Merlin qui est déjà, si je ne me trompe pas, là c'est lui, Harit, Enrique, Højbjerg. On voit déjà, vous voyez, il y a du monde, il y a des joueurs entre les lignes rémoises, là il y a Amin Harit, il y a beaucoup de mouvements. Donc ça c'était juste l'une des premières actions du match, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Mais surtout, voilà, ce qui était très intéressant et ce que je voulais vous montrer, et c'est ultra clair sur ce match, vraiment ultra clair sur ce match, c'était ça, cette organisation. 3 centraux, voilà, les 3 centraux qui peuvent combiner avec le double pivot, qui ici va faire monter les défenseurs, les milieux de terrain rémois. Là, il y avait aussi Ito et Nakamura qui ne savaient pas très bien comment se placer. Il me semble que c'était sur l'équipe qui avait un très bon article là-dessus, et leur replacement a changé pas mal de choses. Mais on monopolisait du monde ici, donc la ligne de 3. Et puis ensuite, il y avait cette espèce de carré de... C'est pas exactement un carré parce que là, eux, ils sont trop
très serré. Je sais plus comment ça s'appelle déjà cette forme géométrique, mais bref, vous voyez cette espèce. Vous aviez la ligne de 3 et ce carré, et en fait, on pouvait combiner ensemble, et ensuite, voilà, le moment où on trouvait cette passe ici, là, Quentin Merlin qui avait ce coffre pour aller se positionner en tant qu'ailier, vous trouviez cette passe-là, et après, vous aviez du temps, de l'espace, des joueurs partout, des joueurs entre les lignes bien placés. On voit ici Wai qui monopolise l'attention des deux centraux, et ça, c'était terminé par Quentin Merlin qui centre pour Amin Harit qui était là au point de pénalty. Et franchement, c'est l'une des actions, c'est peut-être l'action la mieux construite de l'OM de De Zerbi. C'était très clair. On repart de derrière, on fait monter les centraux, on fait monter l'adversaire, on l'aspire. C'est exactement ce qu'il veut faire en redoublant les passes ici avec la défense centrale, le double pivot au milieu. Et à un moment, le double pivot, hop, il trouve cette passe pour les deux milieux offensifs centraux. Luis Enrique a excellé en début de saison lorsque son rôle c'était de combiner avec Quentin Merlin, et Quentin Merlin souvent rentrait aussi, il pouvait s'échanger les places, mais dans cette position-là, ce qu'on attend de l'OM de De Zerbi, c'est qu'à la relance, il fasse une différence, et il la faisait à ce moment-là avec cette organisation, ligne de 3, le carré. On décale sur le côté, et dans la surface de réparation, Quentin Merlin aussi qui donnait l'impression d'être le joueur fonctionnel ultime. Le mec, tu le mets ailier, il est ailier quand t'as le ballon, défenseur quand t'as plus le ballon, il arrive à le faire, et après fonctionnel aussi, tu lui disais fais des centres à ras de terre dans la surface, il y a lui là, il le faisait parfaitement. Et là, ça a terminé donc sur un centre vers Amin Harit qui était seul au point de pénalty. C'était fluide, moi je trouvais il n'y avait pas grand chose à dire, mais tu vois, voilà, Ricky qui écrit dans le chat, c'était Rowe qui devait remplacer Merlin en fait. Je le dis depuis le début, mais parce que Rowe il peut pas revenir défendre, il a plein de qualités. Moi je pense aussi que Rowe, on s'est un petit peu en fait, il est très enthousiasmant comme joueur parce que c'est vraiment quelqu'un qui met du peps, qui met de l'envie, qui met de la folie dans les matchs. Donc, en effet, quand il rentre, ça fait plaisir de voir un joueur comme ça, surtout dans une configuration comme celle de De Zerbi où tu gardes un peu le ballon et tu essayes de trouver des solutions, un peu comme on l'a vu là, d'une manière un peu positionnelle et par la passe. C'est sûr que là, Rowe, lui, c'est plus j'accélère, je vais faire des dribbles, des frappes, et il a la spontanéité qui manque à beaucoup de joueurs dans cette équipe. Mais le truc, c'est que sa spontanéité, elle n'est pas non plus suffisante pour te faire gagner tous les matchs. Elle est très très utile, par exemple en fin de match. Par contre, comme on l'a vu à Lyon, très très utile. Par contre, pour l'ensemble du match, il vaut mieux se reposer sur une organisation solide. Ce qui était le cas, voilà, en début de saison à l'Olympique de Marseille, lorsque tu avais ce joueur fonctionnel qui allait là. Luis Enrique aussi, c'est un joueur fonctionnel en fait. Et c'est un joueur fonctionnel qui était dans une zone de confort. En fait, voilà, tu mettais Quentin Merlin sur le côté, tu lui disais fais des centres, voilà, des gestes confortables pour lui à faire, des centres à ras de terre, il sait faire, des débordements, il sait faire, c'était la zone de confort. Luis Enrique, tu lui disais regarde s'il n'y a pas ton copain à côté, il sait faire ce genre de choses, et ça fonctionnait super bien, c'était très très cohérent tout ce qui se passait. Et en fait, c'était très cohérent, et je voulais vous mettre aussi cette image parce qu'elle ressemble beaucoup à celle-ci. Alors c'est une semaine plus tard, il me semble, à Toulouse. Et là, limite, Amin Harit, il est en retard. S'il est là, ça fait but. Ça va faire but parce que c'était encore une fois Luis Enrique, Quentin Merlin qui combine. Et Quentin Merlin sur le côté, centre en retrait. Cette fois-ci, ça va être repoussé. Au final, Quentin Merlin récupère le ballon parce qu'il avait du coffre. Il récupère le ballon. Il la donne à Luis Enrique qui va trouver Greenwood qui marque un but impossible. Mais c'était Quentin Merlin, il était
il était vraiment, vraiment prépondérant dans le bon début de saison. Et Luis Enrique n'aurait pas pu remplacer Merlin Diriki. Et pareil, je pense pas. Je sais pas, c'est vrai que la saison passée, il a montré qu'il avait du coffre et qu'il était capable de faire certaines choses, mais je pense que, je sais plus qui c'est qui utilisait ce mot, je pense que c'était dans On mouille le micro, mais qui disait souvent, lui c'est un combinard, c'est un peu un combinard, Luis Enrique, c'est quelqu'un qui a besoin de combiner, et ces centres à terre que Quentin Merlin faisait très bien, je sais pas s'il pouvait les faire. Peut-être, peut-être. Mais le truc, c'est que tu avais tellement trouvé un usage qui convenait parfaitement à Luis Enrique que, franchement, la blessure de Quentin Merlin, ça a vraiment tout déréglé. Ça a vraiment tout déréglé. Ouais, et ça a été difficile de trouver un remplaçant. Alors, on va repasser sur euh, voilà, sur le navigateur. On va aller voir d'autres. Ouais, en tout cas, vous voyez ce truc. En fait, limite, l'Olympique de Marseille, c'était un 3-2-5 avec Quentin Merlin qui te donnait la sécurité défensive et qui te donnait l'allant offensif. En fait, c'est ça. Quentin Merlin, malgré toutes ses limites, parce que, attention, je n'en fais pas Roberto Baggio, hein, du calme, tout doucement. Je dis pas que c'est un joueur d'un niveau exceptionnel. Je dis pas que c'est Marcelo, hein. Mais c'est un joueur ultra fonctionnel, ultra fonctionnel. Et les entraîneurs qui ont une idée tactique très très forte, ils ont besoin de joueurs ultra fonctionnels. Et lui, il l'était. Et malheureusement, il n'y avait personne pour le remplacer. Donc vous voyez ici la proximité entre Merlin et Luis Enrique. Et regardez, ça va être encore plus poussé à Toulouse. À Toulouse. Voilà, à Toulouse, on est ici. Je vérifie que voilà, c'est à Toulouse, c'est encore plus poussé. Merlin, il est un peu derrière, mais c'est vraiment ils sont vraiment collés, et les deux combinent ensemble. On l'a vu sur le premier but, sur le deuxième but aussi. Souvenez-vous, on avait fait un live ici. C'est Merlin qui dit à Luis Enrique, ouais, tu peux aller au pressing. Après, Luis Enrique provoque la faute et ça va mener au second but marseillais. Ces deux mecs-là, ils étaient vraiment prépondérants, même si c'était beaucoup Greenwood, Harit qui terminait et voilà, et même si Eli Wahi, en plus de ça, en début de saison, il peut aussi être à 3-4 buts facilement si il est un petit peu plus serein devant le but. Donc ça a fonctionné vraiment bien. Et vraiment, on avait vraiment cette histoire de, voilà, on a cette ligne-là, et on avait un carré. Alors le carré ici, il n'est pas très bien sur la carte des passes, parce que c'est plutôt Luis Enrique qui serait là, parce que là c'est les positions moyennes. Mais voilà, vous aviez la ligne de 3, le carré, et Quentin Merlin sur le côté qui combinait avec Luis Enrique, et on trouvait Greenwood qui a des gestes vraiment de haut niveau, et Amin Harit qui bougeait beaucoup et qui réussissait certaines choses. Et donc, quant à Merlin, pas Roberto Baggio, mais un mix entre Totti et Del Piero. Ouais, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Je dirais, il y a un peu de Diaquinta chez Quentin Merlin aussi. Ouais. Mais ce qui était important dans tous les cas, voilà, il faut se dire, en fait, si on fait venir Roberto De Zerbi, parce que j'entends beaucoup de monde aussi dire, waouh, mais il joue plus simplement, pourquoi tu fais chier, tu mets simplement les joueurs à leur poste, etc. Bon, déjà, je trouve que les joueurs sont plus ou moins à leur poste. Même Luis Enrique, ça fait des années qu'on se demande comment l'utiliser. J'ai l'impression que là, il avait trouvé le poste idoine pour lui. Amin Harit, il était dans l'axe, lui, il était sur le côté. Ouais, en fait, les joueurs étaient plus ou moins à leur poste. Alors, on m'a dit aussi, ouais, mais Kondogbia, il faut pas qu'il joue central. Kondogbia, en fait... Et j'en avais parlé ici, vraiment, alors que j'ai tapé sur lui toute la saison dernière. Je pense que dans un système parfaitement fonctionnel, Kondogbia dans le double pivot, voilà, il redouble des passes, il trouve des passes vers l'avant, ça fonctionne.
Et avec l'âge avançant, il peut aussi jouer défenseur central. On l'a vu, il peut avoir une fin de carrière de Witsel du pauvre, qu'on dogue bien un petit peu. Donc je trouve pas ça scandaleux. Il y a eu un truc un petit peu bordélique, c'était Strasbourg avec cette volonté de mettre un gaucher dans la défense et on a commencé voilà, à se compliquer les choses. Mais vous voyez déjà la différence frappante de position, les positions moyennes à Strasbourg. Voilà, c'est n'importe quoi. Là, on a deux vrais défenseurs latéraux. On avait déjà essayé contre Nice, où on avait mis Rongier à droite et Ulysse Garcia, il me semble, à gauche. C'est même pas Garcia, c'est Lirola le 20, il me semble. Attendez, parce que j'ai l'impression de vous dire des bêtises. Qui c'est qui était titulaire? Non, non, ah oui, c'était Brassier Murillo. Mais on a essayé aussi avec Lirola de le mettre. On a essayé Lirola, Murillo, tout ça. En fait, ça ressemble plus à rien la manière dont on a attaqué. À partir du moment où on a perdu Quentin Merlin, ça ressemblait plus à grand chose la manière de défendre aussi. Vous vous souvenez, les positions, Murillo était complètement perdu. Donc on a mis Koné aussi pour essayer de compenser un peu pour le double pivot, tout ça. Franchement, ce match-là, ça a été le plus gros raté de Roberto De Zerbi. Et franchement, je me demande si quand même tu as Quentin Merlin, tu te dis pas, allez, on continue à faire ce qu'on a fait parce que voilà, à partir du moment Marseille-Nice déjà, franchement, au niveau du contenu, c'est pas génial. On a Rongier qui est perdu à droite. On essaye quand même de garder un minimum cette organisation, mais Luis Enrique est beaucoup plus sur le côté. Tout ça devient déjà un peu plus confus. Voilà. Bon, on a toujours bien cette ligne de 3, mais vous voyez ici, ça commence à s'agglomérer un petit peu trop. Si encore une fois, voilà, on essaye de garder ce truc avec le 62, c'est Garcia, il me semble, voilà, avec ce truc où on a un joueur qui vient combiner avec Luis Enrique. Mais ça a été très dur pour Valentin Rongier, par exemple. Ça a été un match beaucoup plus compliqué et on voit que d'ailleurs les Niçois avaient aussi pas mal attaqué sur leur côté gauche, notre côté droit. Ils avaient vu qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Bon, c'était déjà plus compliqué. Lyon, c'est un match difficile à analyser en raison des faits d'arbitrage et ensuite du scénario complètement dingue. Je pense que Lyon ça a fait beaucoup de bien dans le sens où ça a créé un truc positif, mais ça a aussi camouflé. Enfin, en tout cas, on ne sait pas. Lyon, franchement, c'est un match pour moi impossible à analyser. Strasbourg, c'est complètement raté. Angers, pareil. Angers, moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que. Enfin, beaucoup fait rire. En tout cas, j'ai pas compris la manière dont a été analysé ce match parce que j'ai entendu plein de trucs, j'ai entendu. En fait, moi je me disais après le match de d'Angers, je me disais la manière dont on peut expliquer pourquoi l'Olympique de Marseille n'a pas battu Angers, c'est parce que Angers a osé ne pas oser. C'est assez simple. Franchement, du stade, c'était dingue à voir. Vous voyez les Angevins, ils étaient vraiment très bas. Et quand ils touchaient le ballon, poum, ils allaient super vite. Et franchement, c'était assez dingue de les voir par moments là. Ils récupéraient le ballon, pam, 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 ça allait très très vite. Et face à l'OM de Zerbi, eh ben, c'est ça qu'il fallait faire. Mais on voit, bon, encore une fois, un match compliqué parce que Mopé se fait expulser. Mais on voit que ça commence à devenir un peu le bordel. Ça commence un peu à se marcher sur les pieds. On continue un petit peu avec ce truc. Ah oui, non, le 62 c'est Murillo et le 6 c'est Ulysse Garcia. On commence un petit peu on continue à chercher des solutions. D'ailleurs, il y a un but, il me semble que c'est Ulysse Garcia qui centre pour la tête de Murillo. Donc on cherche des trucs, je pense que Roberto De Zerbi, en fait, il cherche à créer autre chose. Et d'ailleurs, peut-être aussi, parce que moi j'ai repéré ce truc où je me suis dit, ok, malheureusement,
Quentin Merlin n'est plus là, ça explique beaucoup de choses, ça explique qu'on doive casser ce système. Peut-être que les adversaires se seraient aussi adaptés à ce système. Hein. C'est pas t'as un système, tu changes jamais, tu gagnes le système miracle. C'est pas ça non plus. Mais le changement, l'adaptation de système a été forcée. Donc par la blessure de Quentin Merlin. Alors attendez, parce que j'avais noté plein de trucs, il ne faut pas que je me perde dans mon live. Donc tout ça, on a vu. Voilà. Ensuite, on va un peu parler de l'adaptation d'Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, excellent joueur, je sais qu'il y a beaucoup de fans, etc. Donc je fais attention parce que c'est... attendez, avant de parler de l'adaptation d'Adrien Rabiot, parce que je parle de système, mais il y a aussi des vraies défaillances, malheureusement, au niveau individuel. Et j'ai dit du bien, il me semble, j'espère, de notre ami... hop, 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 alors c'est ouf, c'est vraiment le bordel. Comme on n'a pas fait de live pendant longtemps, c'est le bordel de retrouver tous ces machins. Voilà, c'est là. J'ai dit beaucoup de bien, je l'espère, de notre ami Quentin Merlin, qui je pense était clé dans le début de saison de l'Olympique de Marseille. Et Quentin Merlin, il s'est blessé, il est revenu, donc on est repassé. Là, on voit encore, c'était encore à Toulouse, on voit encore, voilà, Merlin, Luis Enrique, ça fonctionnait du feu de Dieu. Voilà. Et Merlin se blesse. Et Merlin, en début de saison, vous voyez, là, c'est un contre Reims. Un contre de corner. Le gars est là, il sprint. Il est là. Il était là sur toutes les actions. Même là, je voulais vous montrer ça aussi. Et je pense que ma grosse tête, elle doit gêner un petit peu. Non, ça, un petit peu, mais pas trop. Donc, quant à Merlin, c'est encore une fois un contre. Il est là, il revient. Et regardez la différence par rapport... le blond, c'était Ito, il me semble. Enfin, bon, bref, regardez par rapport au Rémois. Il refait son retard parce qu'il avait cette capacité à sprinter, à être en attaque, en défense. Et il termine devant le Rémois. Bon, après, le Rémois ralentit sa course aussi, etc. Et ça ne va pas empêcher qu'il va y avoir un but parce que Murillo défend n'importe comment, Balerdi tacle alors qu'il ne devrait pas tacler, et le Rémois met une frappe de l'espace. Donc bon, ça change rien. Mais encore une fois, sur le côté purement fonctionnel, si on analyse purement l'OM comme la machine de De Zerbi, comme la montre de De Zerbi, on voit que quant à Merlin, il pouvait remplir son rôle. Et là, alors attendez, parce que ça va être pour après. Ouais, et là, il ne peut plus remplir son rôle. Ça, on reviendra dessus plus tard. Il est où, notre ami? Voilà. Il ne peut plus. Ça, c'est contre Auxerre. Quant à Merlin, il est là. Et avec Gaëtan Perrin qui va finir par marquer. Donc il a le temps. Et Gaëtan Perrin lance une accélération, boum, quant à Merlin, il n'est plus là. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Hein. Il y a l'explosivité. Gaëtan Perrin, c'est un petit gabarit qui est très explosif, etc. Toujours est-il que quant à Merlin, il va se prendre il va se faire exploser au sprint, quoi. Et le truc, c'est que souvent, dans les travées du vélodrome, on chante mouille le maillot, casse-toi. Le gars, il mouille le maillot. Regardez là son attitude. Il est là avec la tête levée. On voit rien sur la capture d'écran, mais il essaye au max. Mais non, ça marche plus. Ça marche plus. Et il termine. Donc, il démarre là. Il démarre là. Quant à Merlin, Gaëtan Perrin. Et 10 secondes plus tard, il a 10 mètres de retard, quoi. Et ça, en début de saison, quant à Merlin, il aurait été là, il aurait été pas loin, il aurait gêné. Là, il n'y arrive plus. Et c'est dû à cette fameuse blessure. Donc quand je dis que cette blessure, elle est pour moi vraiment, comment dire, ultra importante dans le déroulé de la saison de l'OM, elle est même après le retour de Quentin Merlin, quoi. Il y arrive plus, notre ami Quentin Merlin. Et l'autre truc, donc c'est
c'est l'intégration d'Adrien Rabiot, puisque tu recrutes un joueur qui normalement ne doit pas venir chez toi, etc., qui est un joueur qui n'est pas... Enfin, il faut lui faire une place, Adrien Rabiot. Il faut lui faire une place, et il n'y a pas de place. En fait, il n'y a pas la place d'Adrien Rabiot, milieu de terrain assez libre, qui peut faire un petit peu, qui peut défendre, attaquer, milieu de terrain relayeur. Dans l'OM qui fonctionnait en début de saison, l'OM ne ressemblait pas à ça. Ça, c'est la carte des positions des joueurs à Nantes. Nantes, donc match remporté, Adrien Rabiot frappe sur le poteau. Moi, à Nantes, vraiment en tant qu'observateur, simplement, je regarde, je me dis, mais c'est pas une équipe spéciale. En fait, c'est une meilleure équipe que l'équipe de Nantes. Tu vas gagner des matchs, mais t'as pas été chercher Roberto De Zerbi pour jouer normalement, en fait. Et le truc, c'est que là, on voit que l'organisation, c'est un vrai 4-3-3, avec de latéraux, avec un milieu bien en triangle, ce qui fait que ça change beaucoup de choses au moment de la relance de balle, parce qu'avant, tu provoquais, tu t'amenais les joueurs dans l'axe pour après trouver Harit, Luis Enrique qui pouvait décaler sur les côtés et créer des situations extrêmement dangereuses. Et maintenant, tu as Højbjerg qui est tout seul. Qui est tout seul. Vous remarquerez souvent dans les matchs, il est tout seul. Ou alors il y a un latéral qui essaye de rentrer et qui essaye de lui prêter main forte. Des fois, un autre milieu, Rabiot revient aussi. Mais voilà, on n'a plus de structure un petit peu fixe qui permettait de mettre en place un jeu spécial. Moi, Nantes, je vois une équipe normale s'imposer contre une autre équipe normale, un peu plus faible. Voilà, donc c'est en partie dû au fait que Quentin Merlin revient, il n'est pas dans la meilleure forme. C'est aussi dû au fait que tu essayes d'intégrer Adrien Rabiot. Qu'Adrien Rabiot, tu vas pas lui demander de faire comme Kondogbia, mets-toi à côté d'Højbjerg et tu relances et tu aides à la relance. Il va pas faire ça. Il va pas faire ça. Et donc on passe en 4-3-3. Et c'est un truc qui est... là, c'était contre Auxerre. Voilà, là, on voit, c'est assez clair. Bon, c'est le dégagement du premier but. C'est pas de la faute d'Adrien Rabiot non plus si Lilian Brassier se trouve complètement. Mais on voit que là, on a une ligne de 4. On a Højbjerg, Luis Enrique, Rabiot qui forment un milieu de terrain, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on a une ligne de 3 parce que même les ailiers, maintenant, sont devenus des vrais ailiers. Là où Luis Enrique était un milieu central offensif gauche, Jonathan Rowe, il est un véritable ailier. Et ça fonctionne pas, quoi. En fait, tu as perdu ta spécificité. Tu as perdu ta spécificité. Et c'est absolument pas dû à Adrien Rabiot, qui a encore montré avec l'équipe de France qu'il a énormément de talent. Mais c'est dû comment dire, au fait que tu voulais mettre en place un jeu spécifique, c'était ça que tu voulais faire en amenant Roberto De Zerbi, et au fait qu'Adrien Rabiot soit un joueur bien particulier avec un statut bien particulier et qui doit jouer dans des conditions bien particulières. Donc déjà que l'équipe s'est déréglée avec Quentin Merlin, là, elle se surdérègle en essayant de s'imposer une difficulté supplémentaire qui est censée être un avantage. C'est un petit peu ça. Après, voilà, parce que je sais que c'est dur à entendre quand on se dit qu'Adrien Rabiot, putain, mais en plus je vous montrais même pas l'image, désolé. C'est dur à entendre quand on se dit, mais attends, tu te fous de notre gueule, quoi. Adrien Rabiot, c'est un excellent joueur, machin. Et vraiment, vraiment, je pense que c'est un excellent joueur. Voilà, ce que je voulais vous montrer. Je suis désolé, je parlais tout à l'heure, j'avais oublié de switcher. Donc je vous montrais ça, c'est contre Auxerre, donc l'action du premier but, voilà, on voit, c'est très très clair, il y a une ligne de 4, on a ensuite un milieu de terrain très très classique,
Voilà, Højbjerg, Luis Enrique qui regarde Rabiot en plus, ils se regardent tous les deux. Et on a une ligne avec des ailiers qui sont ailiers. Vraiment, maintenant, mon ami Greenwood, il joue vraiment comme un ailier. Rowe, il joue vraiment comme un ailier. Et vraiment, en plus, ça donne l'impression que... je trouve que Rowe, c'est un joueur très intéressant, plein de spontanéité, etc. Mais je sais pas, pour moi, c'est pas pour ça que Roberto De Zerbi vient à l'OM. Il vient pas à l'OM juste pour mettre des joueurs dont on connaît déjà les qualités sur le terrain et leur dire bah, joue juste comme tu sais jouer et puis on verra, normalement on gagne les matchs. Normalement, il vient pour mettre en place un système de jeu. Est-ce que vous avez remarqué à quel point les circuits à la relance sont pitoyables ces derniers matchs? Vraiment, ils sont nuls, ça fonctionne plus. Les joueurs, ils ont plus des repères. Alors les joueurs, ils ont peur aussi. Florian Antonucci avait très bien montré ça. J'avoue que c'est le truc de Højbjerg. Il avait fait un live où il avait montré les attitudes d'Højbjerg. Mais Højbjerg, il a pété un plomb contre Auxerre. Il est là, et 2-3 fois, il fait ça comme ça. Là, la passe, elle est là. Et Balerdi, il fait des passes, voilà, des passes d'équipes classiques. On est sur des équipes classiques avec une petite variante, Adrien Rabiot qui se projette comme un deuxième attaquant. Bon, ça, j'ai pas. Et Morgan Sanson le faisait aussi, j'ai envie de dire. Donc, je pense qu'il faut vraiment trouver comment utiliser Adrien Rabiot et qu'il faut faire un choix fort. Il faut arrêter de faire dans le demi-choix. Parce que oui, Balerdi, il a manqué de courage dans le choix de passe contre Auxerre. C'est évident. En plus, ses interventions défensives. Il a été nul, c'est clair. Mais je pense pas que ça l'aide beaucoup d'être dans cette espèce de flou tactique, en fait, dans lequel on est depuis qu'il faut intégrer Adrien Rabiot. D'être dans cette entre-deux tactique où tu sais pas très bien. Avant, tu avais voilà, là, il aurait été là, ça aurait été Kondogbia, tu redoubles les passes, tu peux les redoubler encore une fois, et à un moment, hop, tu trouves le côté, tu trouves quelque chose. Là, tu n'as plus ça du tout. Et les équipes, mais tu as toujours cette volonté d'avoir le ballon, de redoubler les passes, mais tu n'as plus les bonnes positions, je trouve. Donc c'est un peu embêtant. Et donc là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième but. Donc sur le premier but, c'est une erreur individuelle, mais c'était simplement pour vous montrer voilà, le côté très 4-3-3 qu'on a vu aussi à Nantes, qui a fait voilà, des milieux de terrain, des ailiers, tout le monde à son poste. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, nous on veut les joueurs à leur poste, et tous à leur poste. Lirola à son poste, Lirola à son poste, Quentin Merlin à son poste, parce que donc je vous ai montré ce truc de Quentin Merlin qui se prend 10 mètres sur 100 mètres, voilà, et vraiment ça se voit qu'il fait l'effort, mais il n'a pas la condition physique, et il y en a un autre ici, le numéro 29, qui n'a pas la condition physique. Donc là c'est le troisième but contre Auxerre. On va voir ça ensemble. Donc, j'essaie de vérifier un petit peu. Bon, voilà. Lirola est là. Comme Rubirola est là et Lirola est là aussi. Et on voit encore une fois Højbjerg qui est seul au milieu de terrain. Rabiot qui est cette fois-ci plus ou moins entre les lignes. Et on a un truc un petit peu classique avec parmi les deux milieux relayeurs, et t'en as un qui prend, qui est censé essayer de prendre qui est censé essayer de prendre la profondeur et de gêner le défenseur central. Mais on voit qu'il y a assez peu de solutions de passe. Si on regarde, tu vas faire quoi? Une passe à Rowe qui va te la remettre. Il y a pas grand-chose et tout est un peu fermé. Quand on compare avec... on va revenir ici contre Reims, qui était une situation anodine. Voilà, ici, on avait une situation anodine aussi.
mais où d'un seul coup, bah, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de solutions. Là, Højbjerg, il est seul. D'ailleurs, ça va se terminer par une frappe d'Højbjerg. Et il y avait, comme Rabiot, un peu plus loin, la passe est difficile, mais il y a Harit ici. En tout cas, tu avais quelque chose. Là, tu as un truc où, bah, ouais, t'es l'OM qui reçoit une équipe de calibre moindre, même si grand respect à la JOCR, équipe qui a percé notre enfance, bien sûr, les maillots PlayStation, le ciseau de Lilian Asland, etc., etc. Parce que des fois, les plus jeunes générations ont oublié qu'Auxerre a été un grand club dans les années 90, début 2000. Donc, il faut quand même le rappeler. Mais bon, voilà, dans tous les cas, budget inférieur, etc. Équipe qui joue pour ne pas descendre. Là, on voit, il n'y a pas de solution. Alors, en plus, tout à l'heure, je disais, mettre Merlin dans des positions où il est à l'aise, le centre à ras de terre, quand tu le lances, ça, il sait faire. La dribbler un joueur ici, il sait pas faire, quoi, surtout quand c'est à l'arrêt, etc. Donc il fait un dribble de merde, il perd le ballon, et là, mesdames et messieurs, Paul Lirola, qui est là au début, qui est donc déjà par rapport à ce que je sais qu'on compare la course d'un ailier par rapport à un latéral, mais putain, il va se prendre encore une fois une distance. Donc déjà, voilà, il était en avance. Là, il l'est plus. Là, là, il est en retard. Et il finit par revenir, mais à l'arrache, complètement arrêté. Quand l'autre est en mouvement, il se fait tuer. Donc il y a des problèmes tactiques qui sont évidents, mais tu as aussi des défaillances au niveau physique. Et ça demande beaucoup de coffre de faire ce que De Zerbi demande à un latéral. Et sur le match contre Auxerre, Merlin n'était pas prêt. Et Lirola, si le mec il a joué, je sais pas, 5 matchs en 2 ans, c'est compliqué, quoi. Il est en avance, il l'est plus, il est en retard, et c'est un plot. C'est dur pour Polo. C'est dur pour Polo. Donc voilà. La Brandoat qui dit: est-ce que tu ne crois pas que la blessure de Carboni handicape également De Zerbi dans la mise en place d'un système? On n'a rien vu à part quelques prises de balles, mais vu le montage financier. Alors c'est clairement... encore une fois, il y a entre deux trucs. Il y a le joueur... il y a le joueur dans le système et le joueur et sa confiance et sa condition physique, etc. Alors, est-ce que Carboni aurait fait une choréa parce qu'il n'aurait pas été en confiance, que sa condition physique n'aurait pas été adaptée à la Ligue 1, tout ça? Peut-être. Mais ta question, pour moi, elle est très bonne dans le sens où, en effet, sur le profil, dans le système, il a sa place 1000 fois. C'est-à-dire que à la place d'Harit ou Luis Enrique, dans ce double pivot derrière l'attaquant, quelque part, tu avais un double pivot Kondogbia, Højbjerg devant la défense, et tu avais un double pivot Harit, Luis Enrique derrière l'attaquant et avec les ailiers sur les côtés. Donc dans ce double pivot-là, Luis Enrique, Harit, Carboni, il avait toute la place pour exister, en fait. Il semblait vraiment être destiné à prendre cette place-là. Et en effet, il se blesse et... ouais, ça pose problème. Mais Harit aussi, hein, parce que Harit est très frustrant. En plus, il a ce côté un petit peu... on le connaît maintenant, Amin Harit, ça va, on s'énerve contre lui quand il fait des gris-gris qu'il ne devrait pas faire, quand il frappe pas, quand il ne devrait pas frapper. Mais le début de saison d'Amin Harit, écoutez, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Et c'était utile dans ce double pivot. Et donc, Amin Harit qui sort aussi progressivement de l'équipe, voilà, il y a des rumeurs où on va le dégager du club, machin, tout ça. Ouais, pas certain. Il y a quand même des doutes.
Après, Football Addict nous dit, et pourquoi pas Rabiot en milieu libre alors, genre un 10 pas 10. Moi, c'était comme ça que je l'imaginais vraiment, hein. Pour tout vous dire, je pensais que voilà, en restant sur cette organisation qu'on a vu en début de saison, hop, on va repartir à Reims et je vais pas oublier de vous mettre la capture. Voilà. Tout. Donc on revient là. Waouh, c'est. C'est. Attendez, je vous remets la capture. Attends, où est-ce que c'est? Ah bah oui, mais en même temps, il faut que je revienne là. Voilà, donc Football Addict, pour revenir à ta question, pourquoi pas Rabiot en milieu libre alors? Ouais, moi je l'imagine bien, genre là ou là, mais il y a un autre truc à prendre en compte, c'est bien beau d'attirer des joueurs au-dessus de ta capacité, etc. Très bien. Mais si tu leur fais des promesses, que tu vas les faire jouer comme tu veux, etc., tu rentres un peu au service du joueur et c'est plus le joueur qui rentre au service du club. Et je sais pas si, voilà, Adrien Rabiot, est-ce qu'il est OK pour jouer là ou là? Hein, et on va dire, ouais, mais tu tires pas le max de son potentiel, truc. C'est vrai aussi. Donc voilà, en fait, c'est un peu un choix cornélien. Il faut faire un peu un choix, se dire est-ce qu'on privilégie le talent d'Adrien Rabiot, est-ce qu'on privilégie une organisation offensive. Mais parce qu'en effet, moi, je me dis, j'ai du mal à me dire Adrien Rabiot, il va être OK pour être dans le double pivot. Et c'était un truc quand même à Brighton aussi qui faisait beaucoup Roberto De Zerbi, le double pivot. Est-ce que Adrien Rabiot, qui est un peu pris comment dire, des aises. Je sais pas si ma caméra ne s'est pas éteinte. Je sais pas si. Non, ça va. Qui est un peu parti sur. Qui est plus offensif depuis qu'il est parti à la Juve. Quand je dis des aises, c'est pas à prendre négativement. Hein, c'est vraiment. Il a pris des habitudes un petit peu de se projeter vers l'avant. Et il est très bon dans ce registre-là. Est-ce que Adrien Rabiot, il va être OK de rester un peu cantonné ici, même si on a vu que par moment tu peux avoir un petit peu des libertés pour aller frapper. Je sais pas, est-ce que ça va le mettre suffisamment en avant? Est-ce qu'il peut faire ce que Højbjerg fait dans un registre différent? Il y a beaucoup de questions. Ouais, après, tu peux toujours adapter certaines choses, hein. Je pense que Adrien Rabiot, il peut. Ouais, je me dis que dans ce double pivot-là, mais voilà, ce truc de double pivot, ça fonctionnait bien. Ce quatuor au milieu de terrain, ça fonctionnait très bien. La ligne de 3, le quatuor, ça fonctionnait très bien. Et c'était une organisation claire qui permettait à tout le monde de savoir où tout le monde était. Après, est-ce que ça ne serait pas devenu prévisible? C'est une possibilité aussi, franchement. Le métier d'entraîneur, c'est très difficile. Ouais. Mais par contre, ça mettait en valeur aussi un mec comme Luis Enrique, comme Amin Harit, comme pas mal de monde. Et bien sûr, quant à Merlin, après, je sais pas. Højbjerg, parce qu'on voit que les joueurs de qualité un petit peu supérieure, genre Højbjerg, Greenwood, machin, ils arrivent. Quelle que soit l'animation, à part si tu mets Højbjerg en défense centrale, les mecs ils tirent leur épingle du jeu, tu vois, qui sont. Après, ils sont aussi dans des positions qui leur sont très naturelles. Je sais pas. Mais Adrien Rabiot, dans tous les cas, c'est un des enjeux pour moi vraiment de la saison de l'Olympique de Marseille. C'est qu'est-ce qu'on va faire d'Adrien Rabiot? On va le mettre où? Comment? Parce que c'est sûr que tu dois le faire jouer, mais comment? C'est la question. Parce qu'on n'est pas dans FIFA, il suffit pas de mettre les joueurs sur le terrain, et surtout pas quand tu as Roberto De Zerbi. Donc voilà, je regarde un petit peu ce que... Oui, non, sinon je vous avais montré un petit peu tout ce à quoi ça m'avait fait penser, et en sachant aussi qu'on va avoir de plus en plus d'équipes qui vont venir au stade Vélodrome avec cette idée de se dire bah, on va attendre derrière. Franchement, l'exemple d'Angers, moi je suis Olivier Dalloglio, je fonce là-dessus, Saint-Étienne-Marseille.
même si tu es dans le chaudron et tout, on voit bien que si tu te laisses pas aspirer, que tu restes très très bas et dès que tu as le ballon, poum, tu exploses vers l'avant, tu peux faire très très mal. Donc voilà. Mais les matchs genre Marseille-Le Havre, Marseille-Strasbourg, même si c'est pas... En fait, en tout cas, avec les petites équipes, ça va pas être si facile. Auxerre, Nantes, moi franchement, je ferais exactement comme ils ont fait. Tu laisses pas d'espace et tu te projettes très vite vers l'avant, surtout si tu as des ailiers qui défendent pas spécialement et des latéraux qui sont cramés physiquement. Après, bon, c'est... Là, tu as quelque part Lens-Monaco. Putain, à chaque fois, j'oublie de changer de truc. Lens-Monaco et... Alors, est-ce que c'est ça ou c'est ça? Ouais, non, ça doit être ça. Voilà, genre les matchs qui arrivent ici, Lens à domicile, c'est compliqué à définir Lens cette saison. J'ai vu qu'il y avait une vidéo sur la chaîne de la Ligue 1 faite par Florent Toniti, encore une fois, il me semble, hein, qui je devrais regarder. J'ai du mal à comprendre là où va Lens, ni dans le bien ni dans le mal, hein, mais c'est juste que ouais, je les avais vus battre Brest, ils avaient été très bons, et Brest, il me semble, sortait d'un match de Ligue des Champions réussi ou quelque chose comme ça. Donc c'était pas mal. Il y avait de l'envie, etc. Il y avait pas mal enfin non, en fait c'est ça. Ouais, comment j'en parle? J'ai du mal à définir Lens. Je sais pas comment définir Lens. Après je les ai pas vus autant que l'OM par exemple. Je peux pas dire oui bah parce que machin truc. C'est un peu compliqué. Ah oui ça avait fait que 2-0. J'ai l'impression que ça avait fait plus. Mais en tout cas ils avaient vraiment vraiment été au-dessus de Brest. C'était lequel? Lens-Nantes que j'ai vu aussi. J'ai vu 60 minutes après, j'étais passé. Il y avait un match de Première Ligue ou un truc comme ça, je pense. Et Lens-Nice aussi. Enfin, il y a beaucoup de matchs. En fait, tu sais pas. Franchement, je sais pas quoi dire de cette équipe de Lens. Mais je pense que ça devrait quand même un minimum attaquer. Donc, ensuite, tu vas avoir Monaco. Donc, Monaco, je les ai beaucoup plus vus. Là, ça va être beaucoup plus compliqué et particulièrement si ils mettent Mbolo devant, qui est incroyablement pâteau devant les cages, mais qui presse comme un malade mental et qui peut vraiment t'embêter à la relance. Et puis il y a Ben Seguir à Cliouche, il y a tous ces joueurs techniques qui sont très très bons. Donc ouais, Monaco c'est pas mal, ils ont eu un trou d'air là, mais pareil ils perdent à Nice, mais c'est un match en fait et qui les plonge un peu dans un sale truc, alors que à Nice, ils doivent jamais perdre. Ils doivent jamais perdre. Ils mènent 1-0. Ils sont vraiment en contrôle du match. Ils ratent des occasions, machin. Et puis, il y a l'égalisation, carton rouge pour un geste à la con en plus où le mec il fait pas grand chose. C'est Vanderson, il me semble, qui est exclu. Et voilà, ils perdent le contrôle du match. Et vraiment, vraiment. Putain, j'étais Monaco, si j'étais supporter monégasque, je l'aurais eu très très mauvaise parce que franchement, ils doivent s'imposer. Minamino qui marque un but refusé pour hors-jeu, il me semble, de pas grand-chose. Monaco, c'est solide. Donc ça va être un vrai test. Marseille-Monaco, très très compliqué. Saint-Étienne-Marseille, jamais facile parce que dans le chaudron, etc. Mais Saint-Étienne, c'est pareil. Et j'aime beaucoup Olivier Dalloglio, mais c'est une équipe qui souffle le chaud et le glacial. C'est pas le chaud et le froid, c'est le chaud et le glacial. Donc très compliqué. Marseille-Lille, ouais, Marseille-Lille, je sais pas pourquoi je le sens mal parce que Genesio quand même, il est bon pour les machins comme ça. Pour les trucs de ce style-là, donc Marseille-Lille, ça sent la défaite juste avant les vacances. Si je devais faire un prono, franchement, Lens-Marseille, je le sens plutôt bien. Saint-Étienne-Marseille, pour peu que ça débute bien, ça parte sur des bonnes bases, ça peut tourner en 3-4-0.
Bon, Saint-Étienne, ça va un petit peu mieux, mais avec le Géorgien, le Géorgien, donc Dvatishvili, putain, il faut que je... Il est où? Davitashvili, putain, c'était pas si dur que ça. Davitashvili, désolé. Davitashvili, qui est par contre très très bon, qui m'embête un petit peu parce que sur MPG j'ai Cafaro et donc il a pris à la place de Cafaro, mais ouais, donc ça marche mieux, mais ils peuvent en prendre 4 à Angers, ils en ont pris combien? 6, 8 à Nice, je sais même plus. C'est une équipe qui peut prendre pas mal de buts. Bon, ils ont un petit peu resserré la défense. Là, ils ont pris qu'un but sur les 2 derniers matchs. Mais ouais, Saint-Etienne, pour peu que tu débutes bien, ça peut faire un gros truc. Monaco, ça va être très très dur. Mais Monaco, je sais pas pourquoi. Si je devais faire des pronos, je suis très mauvais en pronos. Donc cette séquence pourra ressortir pour montrer à quel point je suis nul. Je dirais Lens-Marseille, Marseille s'impose, Marseille-Monaco nul, Saint-Étienne-Marseille, Marseille s'impose et Marseille-Lille, tu perds, je pense, parce que pression du Vélodrome, etc. Et voilà. Bon, on arrive au bout de ce live.